Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Let's Dance de David Bowie. Alors que Bowie fait partie des artistes qui ont façonné les années 70, dans le sens où il y a été à la fois très prolifique, créatif et influent, sortant une quantité d'albums marquants, audacieux et dans des styles très variés, paradoxalement son bilan financier à la fin des années 70 est désastreux. Il est pour ainsi dire quasi ruiné. Cette faillite financière est due en grande partie à la signature de mauvais contrats, les bénéfices de ces albums allant directement dans la poche de son agent et à des tournées trop coûteuses. L'autre raison étant que pendant toutes ces années 70, Bowie était complètement absorbé par sa création artistique, mais aussi par sa consommation de drogue. Il ne s'intéressait que trop peu à la gestion financière de ses contrats, laissant ainsi faire son agent peu scrupuleux de profiter de cette situation. Cette négligence servira de leçon à Bowie, qui réalise qu'un artiste ne doit pas se contenter de créer, il doit aussi s'intéresser et suivre de très près la gestion financière de sa carrière. Donc en ce début des années 80, Bowie a la ferme intention de se refaire une santé financière. Pour cela, il envisage son prochain album avec un objectif clairement identifié, faire des tubes. Et pour faire des tubes, même si ce n'est jamais acquis d'avance et qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a tout de même quelques grands principes à suivre. Il faut produire une musique accessible au plus grand nombre, dans l'air du temps et calibrée pour être massivement diffusée par les radios. En clair, Bowie va devoir rentrer dans le moule de la musique pop et commerciale. Mais pour lui, commercial ne signifie pas forcément facile, fade et insipide. Certes, il veut des tubes, mais de qualité, et si possible avec une proposition originale. Pour produire son futur album, il décide de ne pas faire appel à son collaborateur de longue date Tony Visconti, mais choisit plutôt le guitariste et producteur Nile Rodgers, ancien membre du groupe de disco-funk Chic. C'est Nile Rodgers qui choisit les musiciens avec lesquels ils vont travailler. Pour la direction artistique du futur album, Bowie et Rodgers se fixent quelques règles de base. Premièrement, il faut qu'il y ait du groove et de l'énergie. Les chansons doivent être bien rythmées et donner envie de danser. L'album ne contiendra pas de ballades ou de morceaux lents. Ensuite, pas question d'utiliser de boîte à rythme, alors très en vogue en cette décennie 80. La section rythmique sera assurée par le traditionnel duo basse-batterie. Ainsi, il propose à Bernard Edwards et Tony Thompson, respectivement bassiste et batteur de Chic, de se joindre au projet. Autre point clé, il y aura un subtil équilibre à trouver entre les claviers alors omniprésents pendant les années 80 et les guitares. Celles-ci devront dominer et apporter une touche de funk afin de donner à l'ensemble le côté dansant recherché. Enfin, le guitariste Stevie Ray Vaughan est recruté afin notamment de poser des solos sur les titres pour leur donner une touche de rock. Après une période de préparation et de répétition qui se déroule en Suisse, à Lausanne, où vit Bowie à cette époque, l'équipe part à New York pour l'enregistrement. Bowie, Rodgers et leurs musiciens sont si efficaces que l'album est enregistré et même mixé en seulement 17 jours. Pour sa distribution et sa promotion, Bowie, qui n'est plus en contrat avec RCA, signe avec le label EMI, contrat qui lui rapporte entre 13 et 15 millions de dollars. Let's Dance sort donc le 14 avril 1983 et permet à Bowie de rentrer de plein pied dans les années 80. C'est un énorme succès dès sa sortie, l'album se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires, porté notamment par les tubes Modern Love, China Girl et bien sûr Let's Dance. Il faut reconnaître que même s'il a une ambition autant commerciale et financière qu'artistique, Let's Dance est très bien produit. C'est un album de pop-rock agrémenté de funk, à l'énergie évidente et communicative, et qui s'écoute encore très bien aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas, soit dit en passant, des deux albums suivants de Bowie que nous aurons l'occasion de chroniquer ultérieurement. En toute logique, l'album fera l'objet d'une grande tournée, le Serious Moonlight Tour. Avec cette tournée, Bowie bascule dans une autre catégorie car pour la première fois de sa carrière, il se retrouve à jouer dans des stades. Avec Let's Dance, Bowie s'était fixé pour objectif de faire des tubes pour se refaire une santé financière. L'objectif est évidemment largement atteint, mais il y a une ombre au tableau, comme un prix à payer pour ce succès commercial. Car en devenant un artiste aussi mainstream et populaire, il tourne radicalement le dos à ses fans de base. À tous ceux qui jusqu'alors voyaient en lui un artiste audacieux et original, toujours enclin à prendre des risques, à sortir de sa zone de confort pour questionner son art. Or, à partir de Let's Dance, il a certes gagné le grand public, mais son image d'artiste est, elle, entachée. Bowie lui-même reconnaîtra plus tard s'être égaré pendant les années 80, s'étant trop éloigné de ce qui faisait de lui un artiste aussi singulier dans les années 70. Il mettra un certain nombre d'années à retrouver sa voix et son aura. L'expérience Teen Machine, les albums The Buddha of Suburbia, Black Tie, White Noise le remettront certes sur les rails de sa créativité, mais c'est vraiment avec Outside qu'il retrouvera pleinement sa place, presque en marge, comme d'ailleurs les personnages marginaux qu'il met en scène dans cet album concept. Comme quoi, avoir un succès aussi monumental que Let's Dance est une chose, mais encore faut-il être en phase avec soi-même.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!